3 jours suffirent à me convaincre que sa tactique défensive était plus habile que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échecs, et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé, sa vie durant, d'une surface composée de 64 cases noires et blanches? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu? N'est-ce pas aussi une science, un art, ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet entre ciel et terre, est suspendu entre l'un et l'autre, et qui réunit un nombre incroyable de contraires? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou que tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps et dont personne ne sait quel dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Où commence-t-il? Où finit-il? Un enfant peut en apprendre les premières règles. Un ignorant s'y essayer et acquérir, dans le carré limité de l'échiquier, une maîtrise d'un genre unique s'il a reçu ce don spécial. La patience, l'idée subite et la technique s'y joignent dans une certaine proportion très précise à une vue pénétrante des choses, pour faire des trouvailles comme on en fait dans les mathématiques, la poésie ou la musique, en se conjuguant simplement, peut-être d'une autre façon. Jadis, la passion de la physiognomonie eût peut-être poussé un Gall à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière qui la distinguât des autres, une sorte de muscle ou de bosse des échecs. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Zentovitch, en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intellectuelle totale, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, pût susciter une sorte de matador, mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, uniquement occupée à faire avancer et reculer 32 pièces sur des carreaux noirs et blancs, engageant dans ce va-et-vient toute la gloire de sa vie? Comment s'imaginer un homme qui considère déjà comme un exploit le fait d'ouvrir le jeu avec le cavalier plutôt qu'avec un simple pion, et qui inscrit sa pauvre petite part d'immortalité au coin d'un livre consacré aux échecs? Un homme donc, un homme doué d'intelligence, qui puisse, sans devenir fou, et pendant 10, 20, 30, 40 ans, tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule, acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette? Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou si l'on préfère un fou aussi énigmatique, se trouvait pour la première fois tout près de moi sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, je me voyais refuser la possibilité de l'approcher, moi qui, pour mon malheur, ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal, histoire de chatouiller sa vanité, ou bien si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse, en misant sur l'appât du gain. Finalement, je me souvins de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur, qui attire le coq de bruyère en imitant son cri à la saison des amours. N'était-ce pas en jouant aux échecs qu'assurément on attirait le mieux l'attention d'un joueur d'échecs? À vrai dire, je n'ai jamais été un sérieux artiste dans ce domaine, car je ne joue à ce jeu que pour mon plaisir. Je ne m'assieds et ne passe une heure devant un échiquier que pour me détendre l'esprit, en refusant tout effort.
Je joue au sens strict du mot, tandis que les autres, les vrais joueurs d'échecs, le pratiquent sérieux, qu'on me permette ce néologisme audacieux. En outre, aux échecs, comme en amour, il faut un partenaire. Et à ce moment-là, je ne savais s'il y avait à bord d'autres amateurs que nous. Pour les attirer au grand jour, je conçus un piège des plus simples. Tel un oiseleur, je m'installai au fumoir devant un échiquier avec ma femme qui joue encore moins bien que moi. Nous n'avions pas fait 6 coups qu'en effet, un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder, jusqu'au moment où quelqu'un me pria, comme je le désirais, de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait McConnor et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée, les dents solides, il devait sans doute en partie la riche coloration de son teint à un goût prononcé pour le whisky. Sa surprenante largeur d'épaule, qui lui donnait l'allure d'un athlète, ne laissait pas de faire sentir jusque dans son jeu, car M. McConnor était de cette espèce d'hommes qui ont réussi et sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils ressentent comme une humiliation personnelle de perdre, fût-ce une inoffensive partie d'échecs. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses réels succès, ce self-made man massif était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition comme un désordre et presque comme une injure. Il perdit la première partie de fort mauvaise grâce et se mit à expliquer avec une volubile autorité que sa défaite ne pouvait venir que d'un instant de distraction. À la troisième, il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Cet acharnement d'amour-propre m'amusa d'abord, puis je n'y vis plus qu'une circonstance secondaire qui ne gênait en rien mon projet d'attirer à notre table le champion du monde. Le troisième jour, mon stratagème réussit, mais à moitié seulement. Zentovitch nous avait-il aperçus par un hublot en se promenant sur le pont, ou bien honorait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là ? Toujours est-il que nous le vîmes faire malgré lui quelques pas dans notre direction et jeter, à bonne distance, un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. McConnor était justement en train de déplacer un pion. Hélas, ce seul coup suffit à montrer à Zentovitch combien nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse, sans même le feuilleter, un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Zentovitch s'écarta de notre table et quitta le fumoir. Pesé et trouvé trop léger, me dis-je en moi-même, un peu froissé par ce regard sec et méprisant. Et donnant cours à ma mauvaise humeur, je dis à McConnor : « Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. » « Quel maître ?» Je lui expliquai que ce monsieur qui venait de passer près de nous, en jetant sur notre jeu un regard désapprobateur, était Zentovitch, le champion mondial des échecs. « Eh bien, ajoutai-je, nous n'avons plus l'un et l'autre qu'à supporter cet affront et à nous accommoder de son auguste mépris sans en faire une maladie. Les pauvres bougres doivent faire leur cuisine à l'eau. » Mais ces paroles, prononcées avec détachement, eurent sur McConnor un effet surprenant. Il se montra aussitôt fort excité et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. Il déclara qu'il n'avait pas eu la moindre idée que Zentovitch fût à bord et qu'il voulait absolument jouer avec lui. Qu'il n'avait encore jamais joué contre un pareil champion, sauf une fois, avec 40 autres, lors d'une partie simultanée qui avait été passionnante et qu'il avait du reste presque gagnée. Il me demanda si je connaissais l'illustre personnage. Comme je répondais que non, il suggéra que je pourrais l'aborder et le prier de se joindre à nous. Je refusai, alléguant que Zentovitch n'était pas, à ma connaissance, très désireux de se faire de nouvelles relations. D'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion du monde et les joueurs de 3e classe que nous étions ? J'avoue que je n'aurais pas dû employer cette expression de joueur de 3e classe devant un homme aussi vaniteux que McConnor. Il se rejeta en arrière, déclara sèchement que, pour sa part, il ne croyait pas Zentovitch capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman et qu'il allait s'en occuper. Sitôt que je lui eus, à sa requête, brièvement décrit la personne du champion, il s'élança impétueusement à sa recherche sur le pont, abandonnant avec une parfaite indifférence notre échiquier. Je m'aperçus une fois de plus qu'on ne pouvait guère retenir le propriétaire de ces remarquables épaules quand il avait
un projet en tête.